Hassan, bonjour à toi, Sabah Nour. Sabah Nour, tiens, ça fait, hein. Nous avons l'habitude de nous saluer avec Sabah Nour et bonjour, bien sûr. Et bien sûr, Hassan, c'est un peu probablement que ça te paraîtra décontracté, ma façon de m'adresser à toi, mais bon, c'est une situation très, très, très stressante que je vis. Il a été difficile pour moi, Hassan, de m'adresser à toi, de prendre, du moins, la décision de m'adresser à toi a été difficile à prendre. Moi, je suis libre. Toi, tu es dans un bagne. Euh, Toi, tu ne peux pas voir ce que tu aimes comme tu veux les voir. Moi, je ne peux pas voir ce que j'aime comme je veux les voir. Donc, en- de ce point de vue, ma liberté et ton enfermement dans le bagne de l'Harrach se ressemblent. En quoi se ressemble-t-il? Quel est l'autre point de ressemblance entre ton enfermement dans le bagne de l'Harrach et ma liberté? Ma liberté apparente, hein, elle est plus qu'apparente, elle est réelle. Je peux aller là où je veux avec les. Je peux aller là où je veux presque y aller, sauf en Algérie, avec, cette douleur, cette gêne au cœur. Comme nous nous connaissons Arsène, je suis très café, hein. Je suis un tabagique aussi. C'est comme je te l'ai dit dans les premiers mots, j'avais plusieurs choix. M'adresser à toi immédiatement, là maintenant, voilà, c'est ce que je fais. Après 3 jours, hein, après 3 jours d'hésitation, euh, d'essayer de voir le choix à faire, etc. Et la décision. Donc j'avais la possibilité de m'adresser à toi il y a 3 jours de cela, et la possibilité de m'adresser à toi hier, mais j'ai préféré m'adresser à toi aujourd'hui, du moins. Je n'ai pas préféré. J'ai décidé de m'adresser à toi aujourd'hui. Aujourd'hui. Euh, Tu vois, les mots n'arrivent pas à sortir, hein. Et pourtant, ils sont là, hein, les mots. Ben, il y a assez longtemps. C'est longtemps depuis que j'ai découvert cette relation de Hussein Ahmed à Ali Msili. J'ai découvert cette relation de Hussein Ahmed à Ali Msili. J'ai essayé de, de, de comprendre, de me fournir à moi-même, le pourquoi et le comment est née cette relation entre Hussein Ahmed et Ali Msili. Quels étaient les motifs, les raisons que je me trouvais. Et bon, ce sont juste des spéculations subjectives, des suppositions, des présupposés subjectifs, personnels, etc. Pas intimes. Pas intime parce que je n'ai jamais rencontré Hussein Ahmed, je n'ai jamais rencontré Ali Msili, hein. Mais on dit qu'une photo parle mieux que 1000 mots. Donc depuis que tu as été envoyé au Bani de l'Harrach,
Je comprends mieux la relation de Hussein Ahmed à Ali Msili. Je la comprends beaucoup mieux. Je dirais que dans cette relation, il y a de la confiance d'abord, la confiance réciproque, hein. La confiance réciproque. La confiance qu'avait Hussein Ahmed dans Ali Msili, la confiance qu'avait Ali Msili en Hussein Ahmed. Ça, c'est la première. Donc, ça, c'est le premier élément euh, essentiel, central, fondamental, cardinal, hein, la confiance. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ça pourrait être, le deuxième élément pourrait être une amitié qui est née en faisant, ce qu'il faisait, en faisant l'effort de se découvrir, hein, c'est-à-dire de trouver le fond, les points communs qu'ils ont dans le fond. Donc, ces points communs, je pense qu'il faut les chercher dans la considération qu'ils ont de la famille, la considération qu'ils ont dans l'avenir, pour l'avenir. Ils ont de la considération pour l'avenir, hein. Pour avoir, du moins, d'avoir pour vivre un sentiment de proximité. Donc, en plus de la confiance, il y a le rapport à la famille. Le rapport à la famille qu'avait Ali Msili envers son épouse et ses enfants, envers ceux qui l'entouraient. Le rapport de Hussein Ahmed à sa famille proche, intime, c'est-à-dire son épouse, ses enfants, ceux qui l'entouraient, donc il faut ça confiant, donc la famille. Il y a aussi ce sens de l'honneur. L'honneur de défendre une patrie. Une patrie, hein. J'évite les mots droits de l'homme, patriotisme, etc., hein. Défendre une patrie. L'autre élément, c'est savoir dépasser les moments de crise et de tension. Je pense contre Hussein Ahmed et Ali Msili, il y a eu des moments de tension, de divergence fondamentale, de divergence fondamentale, hein, de façon de voir, de façon d'agir, Donc, Hussein Ahmed et Ali Msili ont su dépasser les moments de clivage, de différences sèches, hein, de différences marquées. L'autre élément, probablement, c'est le dépassement du cadre idéologique pour le remettre dans le cadre uniquement sentimental, affectif, c'est-à-dire, bon, idéologiquement, nous sommes différents, je le pense, hein, que Hussein Ahmed et Ali Msili se le disaient comme ça. Idéologiquement, nous avons nos différences, mais fondamentalement, nous nous ressemblons, voilà, comme ça. Donc, Hassan, voici comment comment je vois maintenant la relation de Hussein Ahmed et Ali Msili. Est-ce qu'elle s'applique à nous? Oui, je pense que oui, hein, honnêtement. Honnêtement, je pense que oui. Tu as eu un parcours politique. Moi, j'ai eu un non-parcours politique. Nous avons eu des amis communs. Je pense plutôt à Bab, je pense à Bab, hein, Bab surtout, hein. Bab, je pense à Bab, je pense à Kasselim, je pense à d'autres, hein, hein. Voilà. Donc, est-ce que tel que je t'ai connu et tel que tu m'as connu et tel que tu me connais,
Tu sais que je... la patrie Algérie est très très importante pour moi. Ah, la patrie Algérie est très très importante pour moi, hein. Ça c'est... ça tu le sais, hein. Ça tu le sais. Oui, ce que... même si ton rapport à la démocratie et aux droits de l'homme est encore flou pour moi, c'est-à-dire comment tu vois la démocratie, comment tu vois les droits de l'homme en Algérie, c'est encore flou pour moi, hein. C'est encore flou pour moi. Pour moi, ils sont fondamentaux et ils sont trop, hein. Ils sont trop, combien même je peux défendre l'option de la non-démocratie, hein. Elle est facilement défendable, hein. L'option de la non-démocratie dans un pays pour le faire sortir euh, de la théorie, du désastre dans lequel il est, hein. Et il est facilement défendable. Quand bien même j'éviterai d'aller sur ce terrain-là, hein. C'est-à-dire pour moi, il n'y a que la démocratie la démocratie et les droits de l'homme qui changeront quelque chose en Algérie. Bon, voilà un petit peu. Donc, je suis parti de Halim Sili, à toi, notre relation et Hassan. Maintenant, tu diras pourquoi tu t'adresses, tu me diras après. Je l'espère, je le souhaite. Quand bien même ce sera très très difficile pour moi, Hassan, je pense que la probabilité d'une rencontre entre toi et moi, Hassan, se réduit, devient de plus en plus petite, hein. La probabilité d'une nouvelle rencontre entre toi et moi devient de plus en plus petite, pas pour des raisons familiales ou personnelles ou privées ou intimes, Hassan, hein. Tu sais que c'est la vie, Hassan. Je suis au Canada, rentrerai-je en Algérie, c'est ce que je souhaite le plus à Hassan, c'est ce que je souhaite le plus. Euh, Moi, j'ai envie de mourir en Algérie à Hassan. Même si je meurs au Canada, je veux être enterré en Algérie. Je veux être enterré à Jdaïssa, à Boujdil, à côté des miens. À côté des miens, voilà. Je veux être enterré là-bas. Euh, bon, voilà. Mais maintenant, est-ce que cela est possible? Dieu seul le sait, parce que Dieu seul est le maître de nos vies, le maître de nos vies. Combien même il peut déléguer des voyous pour nous buter, hein. Il peut déléguer des voyous pour nous buter, hein, etc. Ou bien, comme l'expression française le dit, ils peuvent nous tuer à petit feu, hein. Toi par la détention permanente dans le ban de l'Harraj, moi par l'exil permanent au Canada. Hassan, oui, bien sûr, Hassan, je t'ai vu, hein, je t'ai vu il y a 3 jours de cela, hein, je t'ai vu il y a 3 jours de cela. Comment t'ai-je vu? Dans quelles circonstances? Qu'est-ce qui s'est produit? Il s'est produit ça? Bon, ça c'est une affaire bien attelée, Hassan, hein. C'est entre toi et moi, hein. Entre toi et moi, on dit moi, en famille, etc. Mais ce que je veux te dire maintenant, Hassan, là maintenant, du moins maintenant, oui, c'est-à-dire pendant que je te parle, je pense que toi, malgré ton enfermement dans le bagne de l'Harrach, je pense que tu as la possibilité de voir, la possibilité légale de voir les deux femmes que tu aimes le plus. Les deux femmes que tu aimes le plus. Moi, comme dirait l'autre, je mettrai ma main au feu, mes deux mains au feu, mes deux pieds au feu. J'accepterai d'être un peu brûlé pour voir les deux femmes que j'aime le plus actuellement. Les deux femmes, hein. En voyant les deux femmes que j'aime le plus actuellement, Hassan, je ferai bien sûr les autres avec, hein, parce qu'ils seront là. Il y a les autres personnes que j'aime, y compris celles que je ne connais pas, Hassan, hein. C'est bizarre, hein. C'est bizarre, hein. Donc en voyant les deux femmes que j'aime le plus au monde actuellement, Hassan, je ferai les autres, y compris les personnes que je ne connais pas. Bien sûr, tu me diras quelles sont ces personnes que tu ne connais pas, Hassan. Ce sont mes neveux et nièces qui sont nés durant cet exil.
de merde, Hassan. C'est un exil de merde, Hassan. Ça, c'est Hassan. Hein. Bon, toi, tu comprends pourquoi je te dis cet exil de merde. De merde, Hassan, parce que c'est toi qui m'as déposé à l'aéroport pour venir au Canada. Hein. C'est toi, c'est comme ça, non? C'est comme ça, Hassan, tu es un champion, Hassan. Champion, tu as une mémoire d'éléphant, tu as une mémoire des détails extraordinaires. Hein. Et là, maintenant, Hassan, bon, ça, je vais revenir à chaque fois. Je vais partir assez loin pour revenir au premier point, là. Hein. Donc je pense qu'Hassan, que la relation, l'amitié, malgré les épreuves, l'amitié entre Hussein et Ahmed et Ali Msili, malgré les épreuves, etc., je la comprends mieux parce que je la vis maintenant avec toi, Hassan. Je la vis avec toi. Hein. Tu ne sais pas, tu ne peux pas. Plutôt, j'ai horreur des phrases négatives. J'aime les phrases affirmatives. Hein. Je suis sûr et certain, Hassan, que tu arrives à imaginer, un petit peu l'état d'esprit dans lequel avec lequel je m'adresse à toi. Hein. Sherif, qui a eu des difficultés à choisir entre ses préférences de s'adresser à moi ou du contraire, il a pris la décision de le faire. Prendre une décision à Hassan est une épreuve. Hein. Prendre une décision est une épreuve. Voilà. Là, Hassan, je sais que... Donc, oui. Il y a des façons de dire, Hassan, il y a des façons, des mots que j'ai envie de dire, mais ils ont des difficultés à sortir. Parce que on les dit en Hassan, je pense bien sûr à la joie. Je pense à la joie, Hassan. Mais je pense surtout à la douleur, à la peine que tu vas ressentir en entendant ces mots. J'ignore si tu vas les écouter en prison, dans le ban de l'Harash et Hassan. C'est Hassan ce que je gagne là maintenant, Hassan. Au Canada, je lis comme une machine. Je lis comme une machine. Oui, chaque jour, je cherche de l'information sur l'Algérie, pas de l'information dans les journaux, hein. Très peu. Hein. C'est plus YouTube hein, que je cherche de l'information sur l'Algérie. Donc au Canada, Hassan, je lis beaucoup. Pourquoi je te dis que je lis beaucoup, Hassan? Parce que je pense, hein, avoir raté l'occasion de voler un livre de ta bibliothèque à la maison, Swidania. Hein. Je pense que j'ai raté cette occasion. Ah, j'ai raté. Je pense. Est-ce que tu m'as donné un livre? Ah, je ne me souviens plus, Hassan. Maintenant, est-ce qu'il y avait des livres que je voulais prendre? Oui. La bibliothèque. La bibliothèque. Cette bibliothèque, Hassan, où on regardait certains matchs de football. Toi, tu es un malade mental du football, Hassan, le ballon. Moi, à ta différence, je suis madroub. Allez, les joueurs de qualité, hein. C'est-à-dire les génies, c'est-à-dire ceux qui parlent au ballon, hein, ceux qui parlent au ballon, ceux qui éduquent le ballon et ceux à qui les ballons répondent. Ça, tu sais que moi, mon joueur préféré, etc. Bon, en Algérie, c'est Adrir et Marsran. Hein. Il y a point d'autres, point d'autres joueurs. Hein. Adrir et Marsran demeurent pour moi les joueurs de référence. Les joueurs number one. Voilà, je ne sais pas. Je veux que ce soit Marsran et Chaban, Marsran et Rachid Adrir. Voilà. Il y a l'autre. C'est le prophète du football. C'est Diego Armando Maradona. J'aime tellement Diego Armando Maradona et Hassan qu'en même en faisant des efforts pour apprécier Messi, ne donne absolument rien. Presque.
c'est un bon joueur, c'est un excellent joueur. Il fait la décision, changer le cours des matchs, etc., hein. Que ce soit avec le FC Barcelone ou bien maintenant avec l'Inter Miami, hein, aux États-Unis, hein. Bon, il a fait la catastrophe de sa vie. Il a été joué en France. L'imbécile. L'imbécile. Bon, maintenant, tu me diras, et pourtant, Maradona a joué à Naples. Mais en jouant à Naples, il a métamorphosé complètement Naples et il a changé la forme de l'Italie, hein. La forme de l'Italie. Quand Maradona était à Naples, Naples était devenue la Qibla de l'Italie, hein. Que ce soit en football, que ce soit ton supporter, que ce soit ton ambiance, que ce soit ton économie, etc. Il avait changé complètement tout ça. Mais maintenant, Arsène Messi, il est en train d'exploser à l'Inter Miami aux États-Unis, hein. Il est en train d'exploser. C'est-à-dire, j'ai vu des séquences, bien sûr, des séquences de matchs de l'Inter Miami, 3 matchs déjà joués. On sent qu'il est heureux, hein. Tu vois dans son visage qu'il est heureux. On sent qu'il a qu'il a déjà commencé à changer la forme du soccer aux États-Unis d'Amérique, qu'il est en train d'éclipser un petit peu le basketball de la NBA. Bon, ça c'est trop dit bien sûr de ma part, hein, de ma part. Il est en train d'éclipser le football américain. Mais pour le ballon rond, là, celui qu'on joue avec la tête d'abord, hein, avec le génie de la tête et ensuite les pieds. Messi est en train de le modifier. Il faut voir, hein, du moins, tu verras les actions quand tu seras libre. Si les voyous qui t'ont envoyé en prison décident ordonne à ceux qui t'ont mis en prison de te libérer, là, hein. Donc ça c'est côté football et Arsène. Donc voilà, c'est un truc un peu décontracté. Donc Arsène, toi tu as la chance de voir les 2 femmes que tu aimes le plus. Moi, c'est ce dont je rêve, de voir les 2 femmes que j'aime le plus actuellement. Wahda في بوجديل, c'est ma mère. L'autre c'est في Wagnoun, c'est la jarre. C'est ma jarre. Un diamant, Arsène. Il faut que tu la connaisses, Arsène. Il faut qu'elle te connaisse, hein. Il faudra qu'elle te connaisse. Arsène, bon, tu es dans le ban de l'Harash. Je pense que très peu d'informations te parviennent. Très peu d'informations sur ce qui se passe en Algérie, sur ce qui se passe en Afrique du Nord, en Afrique et dans le monde, etc. Je te fais un synopsis, comment on dirait là, un pitch. Un petit pitch comme ça, là, rapide, hein, Arsène. Donc, sans surprise ni pour moi ni pour toi, le Niger, des militaires nigériens, des crétins imbéciles, idiots nigériens ont fait un coup d'État. Un coup d'État qui était prévisible, hein, Mais sauf que le coup d'État a été fait par les imbéciles, et les crétins, les idiots, de militaires nigériens. Comme c'est toujours le cas en Afrique. Donc voilà. Il y a l'ONU, surtout la voix d'Antonio Guterres. Les gens confondent entre déclaration et résolution, etc. Antonio Guterres de l'ONU, je commence à un niveau supérieur là, hein. Obligé de faire une déclaration parce que c'est son gagne-pain là, hein, c'est sa croûte, hein. Parce que là, il sait que l'ONU est complètement out. Hein, il sait complètement que l'ONU, l'OMC, etc., sont complètement out. Actuellement, c'est le FMI et la Banque mondiale qui sont en sourdine, hein, ils sont en veilleuse, hein, ils ne se la ramènent pas trop, ces mecs, du FMI et de la Banque mondiale. Il y a la CEDEAO, c'est une organisation interétatique africaine, internationale africaine, qui est par nature
par nature une organisation terroriste qui est au service de Macron, d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a les groupes terroristes qu'il manipule, que ce soit au Mali, au Niger, au Tchad, en République centrafricaine, en Algérie même. Il a les groupes terroristes qu'il manipule. Ils sont manipulés par les services secrets, par de la fausse information, par de l'intox, ils sont faciles à manipuler. Et là, donc, il y a les chefs d'État qu'ils manipulent. Il se trouve, ils sont les chefs d'État, qui sont à la solde d'Emmanuel Macron. Ils sont à la solde. Il y a tous les chefs d'État africains, excepté probablement 4 pays. Excepté 4 pays. L'Afrique du Sud, ça, l'Angola, la Sierra Leone, le Somaliland, 4 pays, voilà. Et l'Éthiopie, non, l'Éthiopie parce qu'il y a le siège de l'OUA là-bas, donc il manipule l'OUA comme il veut. l'OUA. Donc je t'ai donné les 4 pays qu'Emmanuel Macron ne manipule pas. Donc, les pays, le Nigeria, non, aussi. Donc, c'est le 5e pays. Donc, il y a 5 pays, pas 4. Le Nigeria. Donc, Emmanuel Macron manipule la CEDEAO comme il veut. Donc, la CEDEAO, c'est la communauté des États la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En anglais, c'est ECOWAS. Economic Community of West African States. Donc ça, c'est... il les manipule. C'est une organisation terroriste, Hassan. Entre l'ECOWAS et la CEDEAO, entre ce qu'ils appellent l'AQMI, le Boko Haram, Ansar Dine, Al-Shabaab, etc. Il y a juste une différence dans le mode opératoire. C'est entre... tiens, Arsène, je vais la dire comme il se doit. Je vais la dire en français. Entre la CEDEAO, l'UEMOA et l'UMOA, et les groupes Boko Haram, l'AQMI, Ansar Dine, Al-Shabaab, Somalie, je sais pas là, tous ces groupes terroristes là, y compris la Zawad, il y a une différence, ce sont tous des groupes terroristes. Tous des groupes terroristes. Il y a une différence fondamentale, essentielle, importante, c'est la différence entre le modus operandi. Tu as la CEDEAO, l'UMOA, qui agissent par le pouvoir de la monnaie et de l'économie, et une certaine forme de légalité internationale. Vas-y, mais explique-moi, essaie de réfléchir à ça dans ta cellule d'Al-Harraj. Qu'est-ce que c'est que la légalité internationale? C'est un gros morceau, R7. La légalité, la légitimité institutionnelle, ce sont de très très gros morceaux. Voilà, donc entre ces organisations, il y a une différence de modus operandi. Ils agissent, Boko Haram, l'AQMI, Shabab, etc. Ils agissent par la terreur des armes. Eux, ils agissent par la terreur de l'économie et de la monnaie. Voilà, donc ça c'est une différence. Je vais la dire, Arsène, tiens, probablement que je vais découper ça, Arsène. Je vais découper ça. There is no difference between ECOWAS, the ECOWAS and the other groups like AQMI, like Ansar Dine, like Boko Haram, like Shabab in Somalia, in Somaliland, exactly, more precisely. There is the main difference is the modus operandi. The ECOWAS acts through the economy and the money, and the other groups like AQMI, Boko Haram use weapons, use armaments, rifles like Kalashnikov and so on, to kill really innocents.
Donc voilà, Hassan. Donc Hassan, toi tu es un innocent qui a été condamné par des agents, etc., qui travaillent au service des soldats d'Emmanuel Macron en Algérie. Voilà. Donc on a parlé de ça. Donc voilà un petit peu à CEDEAO. Tiens, un élément très important, j'ai parlé de ça à nos compatriotes à Hassan. J'ai parlé de ça à un compatriote dans une intervention précédente, ça fait il y a 3 jours. Maintenant, il y a ceux qui disent un risque de guerre au Mali, au Niger, pardon. C'est-à-dire le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger, s'il te plaît. Un ordre constitutionnel au Niger, etc. Donc, s'ils veulent rétablir l'ordre constitutionnel en Algérie, au Niger, merci pour l'absus, ils doivent le faire au Soudan du Sud, au Darfour, au Tchad, au Mali, au Burkina Faso, en République centrafricaine, en Guinée-Bissau et en Algérie. C'est un coup d'État. En Algérie, c'est un coup d'État. Hein, un coup d'État. L'élection de celui qui occupe la conciergerie de Macron en Algérie, bon, ben, tu la connais mieux que, du moins, tu la connais mieux que moi. Non, tu connais probablement les chiffres mieux que moi. Des chiffres qui ont entraîné des généraux en prison. Voilà, bref. Est-ce qu'il y a un risque de guerre réel au Niger? Non, je pense que non. Il n'y a pas de risque de guerre parce que l'accusé principal, c'est Emmanuel Macron. Est-ce qu'il va aggraver la situation de la France en Afrique? Je pense qu'il a un niveau d'intelligence supérieur au niveau d'idiotie dont il a fait preuve. Donc, il évitera un conflit armé au Niger. Ça, il l'évitera. Comme je l'ai dit à Hassan, donc le premier à se dépêcher à Niamey au Niger a été le président, soi-disant président du Tchad. Du Tchad. Alors, parce que ils vont lui demander, mais ça, est-ce qu'il y a un risque de guerre? Non. Maintenant, est-ce qu'il y a une justification pour un mouvement de troupes? Oui. Parce que l'Afrique doit payer les conséquences. On va aller à un niveau supérieur à Hassan. Les conséquences des décisions du Forum économique mondial, the World Economic Forum de Davos en Suisse. La réinitialisation du monde. Donc ça, c'est un élément un peu supérieur. Ça, c'est un sujet très important à Hassan à aborder. Hein. La réinitialisation du monde à travers l'Afrique. Pas l'Asie du Sud-Est. Hein. Pas l'Asie du Sud-Est, non. La réinitialisation du monde à travers un élément assez important, c'est l'Arctique. L'océan Arctique, au niveau océan Arctique. Hein. Donc, qu'est-ce que... Mais maintenant, l'Algérien, le chef des soldats de Macron en Algérie, l'état-major, hein, l'état-major de l'armée algérienne est formé de soldats de Macron. Junior, donc c'est une alternative, ou ça. Soit vraiment il est parti de son propre chef pour acheter un peu d'armement, soit il a été convoqué par Moscou, hein, c'est-à-dire il a été convoqué par les services secrets russes, je dis bien les services secrets russes et Hassan, hein, pas le président de la Fédération de Russie, il a d'autres chats à fouetter, ils sont à un niveau supérieur, ce mec-là. Et les services secrets russes lui ont demandé au ministère de la Défense de la Fédération de Russie de convoquer le soldat en chef de l'état-major de l'armée algérienne au service de Macron. Hein. Ils l'ont convoqué, bien ici. Pourquoi? Parce que les Russes demanderaient au conditionnel Hassan, hein, les Russes demanderaient à l'armée, du moins, aux généraux soldats de Macron en Algérie d'être maintenant les généraux soldats de Moscou, de Poutine en Algérie. Ah, c'est-à-dire vous serez écartelés.
ou, ou que vous acceptiez d'être les soldats de Macron et nos soldats à nous, c'est-à-dire à chaque fois vous allez vous bagarrer entre vous, ou vous acceptez de demeurer les soldats de Macron en Afrique, en Algérie, et nous allons vous massacrer, ou vous acceptez d'être nos soldats à nous maintenant, les soldats de Moscou, l'état-major, les généraux de l'état-major de l'armée algérienne deviendront des soldats du Kremlin, et vont se faire massacrer par Emmanuel Macron. Tenons une certitude, quelle que soit la position qu'ils adopteront, ils se feront massacrer par Emmanuel Macron. Ça, c'est une certitude. Bon, pour les éléments d'explication, d'analyse, etc., ils sont faciles, ils sont accessibles à tout le monde là. Hein. Non, s'il est parti pour acheter de l'armement, c'est que vraiment il fait preuve d'idiotie, d'imbécilité, de crétinisme total, parce qu'ils ont promis à Emmanuel Macron d'acheter des chasseurs, Mirage, Dassault, Rafale, des sous-marins nucléaires. Ils ont promis à Macron ça c'est là. Ou bien, acheter de l'armement encore de la Russie, c'est étonnant, ça sera une surprise. Maintenant, la deuxième possibilité, c'est que la Fédération de Russie, à travers les services secrets de la Fédération de Russie, auront des difficultés à occuper militairement le Niger, le Mali, la République centrafricaine. Ils auront des difficultés à occuper militairement le Mali, le Niger, le Tchad. Le Tchad est exclu, la République centrafricaine. Ils auront des difficultés. Donc, ils demanderont des bases à l'Algérie. Des bases à l'Algérie. Voilà, ils demanderont des bases militaires dans le sud de l'Algérie pour s'occuper du Mali, du Niger. Voilà maintenant Hassan. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans les autres détails, etc. Hein. Maintenant, ce qui est l'autre détail, c'est même pas un détail, hein, ça c'est une banalité, c'est une conséquence. C'est une conséquence, c'est que les États-Unis d'Amérique vont nous exploser. Et la France surtout. La France. Qu'est-ce qu'il y a de quel point voulais-je te parler, Hassan? Ah, il y a les Marocains là, l'État marocain là, hein, il fait des efforts, il fait des pas positifs, mais à chaque fois qu'il fait un pas positif, il fait un pas négatif en parallèle. Il fait un pas négatif en parallèle. Hein. Il va recevoir un sommet, une réunion, etc., de la BCE, de la Banque Centrale Européenne. Hein. Christine Lagarde, c'est-à-dire Christine Lagarde, gouverneure de la Banque Centrale Européenne, ancienne directrice générale du FMI, etc. Et surtout, elle est toujours française. Donc, elle va défendre les intérêts de la France. Christine Lagarde, quels que soient les postes qu'elle ait occupés, et quels que soient les postes qu'elle occupera, et même en étant en retraite, elle demeurera une Française, c'est-à-dire elle sera une Française patriote. Sauf qu'en France et aux États-Unis d'Amérique, être patriote se paye. Donc, ça c'est le Maroc. Ça c'est le Maroc. Bon. Un autre élément. Hop, j'avais sur le bout. Sur le bout des lèvres, hein, était sur le bout de ma langue, là. Hein, le bout de la langue, c'était un sujet vraiment très, très important. Très important. Oui, voilà. Un autre élément très important, c'est l'élection présidentielle en Algérie, Hassan. Elle a été annoncée. Hein, normalement, elle devait se dérouler en automne. Hein, automne, hiver maximum, 2023. Sauf que l'annulation de la visite prévue de l'occupant de la conciergerie de Macron en Algérie à Paris, l'annulation de la visite a annulé le processus électoral en Algérie. Ça, c'est l'autre élément. L'autre élément, c'est défendre, agir pour la libération de tous les détenus politiques, y compris toi, en Algérie. En Algérie,
c'est une action banale pour moi. C'est banal. C'est banal. Sauf qu'elle me prend beaucoup de temps. J'affronte des difficultés énormes. Énormes. Personne. Je te dirais juste une seule. J'ai été dans un journal européen réputé de grands tirages, influent. Bon, on m'a introduit au téléphone, hein, je dis bien au téléphone. On m'a dit que c'est la rédaction, c'est de Desk, la rédaction de ce journal. Commencé à parler, voilà, je veux ça, du moins je souhaite ça, ça, ça et ça et ça. Ils ont répondu gentiment, comme Yves Tréhard, là, du Figaro. J'ai écrit, il m'a répondu et depuis il a disparu de la circulation. Oh, ils m'ont répondu, donc oui, d'accord, je comprends, I understand. C'était en anglais, hein, j'ai parlé en anglais. Understand? À la fin, je leur ai dit, I'm sad. I'm really disappointed by your answer. J'ai pas pu, du moins, j'ai eu des difficultés. Je n'ai eu aucune difficulté à demeurer serein, concentré, posé, sage. Ah, mais j'ai été très sec avec eux. Je ne comprends pas. Parce que si vous devez écrire un article sur Ihsan El-Qadri et Lounas Ma'toub, cet article doit nourrir au moins assurer le salaire de 3 journalistes. Salaire mensuel de 3 journalistes. Un article sur Ihsan El-Qadri et Lounas Ma'toub dans ce journal à très grand tirage. Hein. Bon, très grand tirage relatif. Très grand tirage relatif. Hein. Relatif. Dit ça. Bon, j'avais senti que dans la réaction de la personne qui me parlait, du desk, c'est-à-dire que c'est comme s'il voulait changer d'avis. Bon, moi, tu sais, Arsène, quand je dois dire quelque chose, je le dis. Si après je dois m'excuser, c'est difficile, surtout quand j'ai raison. Surtout quand j'ai raison. Oui, que l'autre élément, Arsène, quand tu sortiras de prison, Arsène, quand tu sortiras du prison, du Bani de l'Harraj, Arsène, tu trouveras la nature algérienne complètement ravagée par les incendies. Sur les incendies d'il y a 2 ans de cela, Arsène, j'avais travaillé avec mon ancien professeur de management sur un plan pour l'Algérie, y compris pour l'Algérie. Comment éviter, comment contrer les incendies à venir. Ça fait 2 ans. Hein. J'ai travaillé sérieusement, Arsène, même si c'est un travail très assez théorique, très modélisateur. Au niveau un petit peu global, mais j'avais abordé quasiment tous les points. C'est mon ancien professeur de management à HEC Montréal qui m'a aidé. Donc les incendies là de cette période-là, ils m'ont fait mal par les victimes, ils m'ont fait mal par la destruction de la nature. Mais ils m'ont laissé indifférent dans l'information. Hein. C'est-à-dire réagir à ça, bon, pour moi, c'est pas c'est pas à chaque fois qu'il y a ça, allez, tomber. Qu'est-ce qu'il y a? Donc ça, c'est côté naturel. C'est quelque chose que tu aimes. Tu sais, ça fait un peu plus de 2 semaines depuis que je suis rentré de Norvège. J'ai passé 9 jours. 9 jours, 10 jours, 9 jours. Bon, le 9e jour et 10e jour, j'étais dans l'avion. Donc, j'ai passé 9 jours à Oslo, dans la région d'Oslo. J'ai fait quasiment tout le sud de la Norvège, hein, c'est-à-dire, je me suis déplacé. Donc, Oslo, Fredrikstad, Halden et tout le truc. Ce qui a une particularité, Arsène, les petites villes du sud de la Norvège, et je pense que c'est la même chose pour le nord de la Norvège, sont construites dans des forêts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grandes villes sur les autoroutes ou bien sur les routes nationales. Hein. Il n'y a pas. Hein. Il faut rentrer à l'intérieur, elles sont cachées. Les forêts hertziennes, c'est
extraordinaire. Ce qu'il y a, ma souffrance aérienne en Norvège, c'était la longue aérienne. Avec le O là qui est barré, qu'il faut lire par E, etc. C'était avec gay, impossible. Impossible de lire en norvégien, norske. Qu'est-ce qu'il y a de stupéfiant à Oslo? On prononce, on lit Oslo, il s'écrit Oslo, mais on prononce Oslo. Hein? Oslo. Une partie de l'est d'Oslo, je l'ai vu de mes propres yeux, sont en train de la foutre en l'air avec du rail. Donc c'est du rail pour le chemin de fer, c'est-à-dire pour les trains, et pour les tramways, et probablement pour le métro en surface. Se déplacer à Oslo en voiture est une folie. C'est de la folie d'utiliser son véhicule à Oslo et dans sa banlieue. C'est de la folie. Les transports en commun sont d'une densité remarquable. Bien sûr, la Norvège demeure relativement, en parité de pouvoir d'achat absolu, elle demeure assez chère par rapport au Canada et aux États-Unis. Hein. Elle demeure assez chère. Assez chère. En parité de pouvoir d'achat absolu. Mais Oslo, en termes écologie, nature, développement écologique, protection de la nature, etc. Donc, je pense qu'Oslo est la ville numéro 1. Est-ce qu'il y a des clochards à Oslo? Oui, bon, c'est un aspect sur lequel je ne parlerai pas. Est-ce qu'il y a des mendiants à Oslo? Oui, il y a des mendiants à Oslo. Bien sûr. Beaucoup moins que Montréal, que la France, que l'Algérie. Donc, à Oslo, c'est une ville extraordinaire par la difformité de son architecture. Je dis bien la difformité de son architecture. Il n'y a pas de gratte-ciel. Tous les bâtiments sont différents. L'architecture est différente. Ce qui est extraordinaire en Norvège, c'est le sentiment de paix et de sécurité. En tant qu'étranger, j'avais confiance dans la monnaie norvégienne. Krone. Même en tant qu'étranger, même si j'avais confiance dans la monnaie norvégienne, mais avec quand je pense à les prix au Canada, à Montréal surtout, à Toronto, Ottawa, c'est un peu cher là, c'est un peu cher, mais il fallait faire attention. Donc voilà, Arsène. Oslo, Arsène, tu vas adorer. C'est-à-dire, si tu pars à Oslo, tu t'achètes un abonnement d'une semaine ou de 15 jours, tous les transports, métro, train, tramway, bus, c'est extraordinaire. Ce qu'il y a de beau aussi, Arsène, quand on parle d'heures de pointe ici en Norvège, si Oslo est la ville la plus peuplée de Norvège, je présume, 560 000 habitants, quelque chose comme ça. Donc, si on parle d'heures de pointe, c'est-à-dire le matin et fin de journée, à partir de 3h30, c'est l'heure de pointe, jusqu'à 18h à peu près. C'est loin de l'heure de pointe. Tu as la gare de Laga, ou la gare d'Alger, ou la gare du Sendé, ou la gare d'Al Harraj, ou la tâche à manœuvre. C'est loin, très 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 loin. C'est-à-dire dans les heures de pointe à Arsène, tu as l'impression que
que les bus, que le tramway, que le bus, tramway, train. Tu as l'impression qu'ils tombent du ciel. Tu n'as pas le temps d'attendre plus de, disons 10 minutes, 10 minutes, l'heure de pointe, hein, pour prendre un bus et un autre, etc. Arsène, donc maintenant c'est avec Arsène, c'est avec toute mon amitié, cher frère Arsène, que je dois arrêter. Te disant que, ouais, maintenant je comprends la nature de la relation de Hussein Ahmed et Alim Sidi. J'espère que la nature de notre relation ressemble à celle de Hussein Ahmed et Alim Sidi, c'est-à-dire malgré nos divergences. Mais Hassan, dans mon cœur, Hassan, tu es un frère, tu resteras mon frère, et pour l'éternité. Allez, bye bye Hassan. Et que la paix soit sur notre patrie, Hassan. Que Dieu apprenne aux généraux algériens et à l'occupant de la conciergerie de Macron en Algérie, celui de Mouradi Alain, que Dieu leur apprenne ce qu'est avoir, pas la dignité d'homme. La dignité d'homme, chacun avec sa dignité, son critère de définition de la dignité. Mais qu'ils leur apprennent ce qu'est la dignité patriotique. C'est-à-dire, quand chercher la paix, chercher la prospérité de sa patrie est plus noble qu'avoir des milliards, est plus noble qu'avoir un faux grade de général-major, général de corps d'armée sur l'épaule. J'ai de la pitié, Arsène, pour les ministres. Tu ne peux pas imaginer, Arsène. La pitié que j'ai pour les ministres est de Wali, hein, le Wali de Tizi Ouzou et de Béjaïa, qui sont tristes à Arsène, leur comportement, ce qu'ils font, etc. Ce qu'ils font dans les médias, etc. Allez, Arsène, que Dieu te protège. Rabbi hafdak. Ala khair, Arsène.